À 6h35 UTC, le 28 février, le commandement central américain a annoncé que les forces américaines, aux côtés de leurs alliés, avaient de commencer des frappes aériennes contre l'Iran. Au cours des 50 jours suivants, les frappes américaines et israéliennes ont semé la dévastation à travers la République islamique. 13 000 sorties, des pertes s'élevant à des centaines de milliards de dollars. Une part importante de la capacité militaire conventionnelle de l'Iran et de sa base industrielle de défense a été détruite. Et en tête de liste des cibles, le guide suprême Ali Khamenei lui-même a été tué, ainsi qu'une série d'autres personnalités du sommet du régime des ayatollahs. Ces 50 jours furent avant tout une histoire de chaos. Des blocus, des suspensions et des sanctions ont été imposées, levées puis réimposées, parfois en l'espace de quelques heures seulement. Le résultat ? L'économie mondiale prise en étau, le régime iranien se battant jusqu'à la dernière goutte de sang et aucune issue raisonnable à la guerre. C'est aussi pourquoi ce cap des 50 jours est le bon moment pour un premier bilan, même si le début de cet épisode pourrait laisser penser à une victoire totale des Américains. Ce n'est pas le cas. L'asymétrie des objectifs fait qu'un véritable bilan des gains et des pertes devient bien plus inconfortable pour Washington que ne le laissent penser les chiffres bruts. Tellement inconfortable en fait qu'une question légitime exige désormais une réponse. Les Américains subissent-ils un échec stratégique en Iran ? Avant de commencer, deux choses doivent être établies. Chaque campagne militaire peut être évaluée sous plusieurs angles. En géopolitique, le critère décisif est l'intérêt national. Ainsi, la seule base rationnelle pour évaluer l'opération Epic Fury est l'intérêt de l'Empire américain. Deuxièmement, il s'agit d'un conflit toujours en cours. Les conclusions présentées ici sont de nature stratégique et donc à long terme, mais personne n'a de boule de cristal. Cela étant établi, commençons peut-être de façon contre-intuitive par les victoires. Les Absonites, une expérience de combat inestimable. Chaque armée s'entraîne, mais seule la guerre réelle sépare la doctrine de la réalité. Une opération de cette envergure, coordonnant plusieurs branches sur un théâtre d'opération actif, offre à toute force de combat quelque chose qu'aucun exercice ne peut reproduire. Un retour concret sur ce qui marche et surtout sur ce qui ne marche pas. Considérez l'ampleur de la puissance américaine déployée ici. 3 groupes aéronavals, destroyers, chasseurs, bombardiers, avions de détection avancés, satellites, dans un seul théâtre d'opération. Les États-Unis ont testé sur le terrain le B-2, le F-35, les missiles de croisière Tomahawk, le MQ-9 Reaper, des drones kamikazes à bas coût, des systèmes de ciblage fondés sur l'intelligence artificielle, ainsi que toute l'architecture du ravitaillement aérien et du commandement et contrôle. Environ 50 000 soldats ont soutenu l'opération à travers la région. Comparez cela maintenant avec le principal rival stratégique de l'Amérique, la République populaire de Chine. La dernière fois que l'armée populaire de libération a mené une opération interarmes réelle de ce type, c'était il y a 47 ans, lors de la guerre frontalière avec le Vietnam. L'APL paraît redoutable lors des défilés et les exercices dans le détroit de Taïwan, mais son efficacité réelle au combat restera une question ouverte jusqu'au moment où un véritable conflit commencera. Et comme l'histoire le démontre à maintes reprises, un véritable conflit a le don de révéler chaque faiblesse, cachée avec une efficacité brutale. Il faut également prendre en compte la mise à l'épreuve des chaînes logistiques et industrielles dont dépend toute campagne américaine prolongée. L'ancien adage reste vrai, les guerres se gagnent grâce à la logistique, et les Américains ne cessent jamais de s'entraîner à cela. Cela confirme la volonté de recourir à la force. Celle-ci est purement stratégique. En frappant l'Iran sans hésiter, l'Amérique a prouvé qu'elle ne fait pas que bluffer. Elle agit. Lorsque les menaces de Washington s'avèrent à plusieurs reprises vaines, la dissuasion stratégique s'effondre. Les adversaires deviennent plus audacieux, plus enclins à tester les limites de la projection de puissance américaine. Entrer en guerre change ce calcul. Cela démontre que Washington ira jusqu'au bout, même à grande échelle. Ainsi, à l'avenir, les rivaux de l'Amérique hésiteront peut-être avant de tester le bluff.
Affaiblissement conventionnel du régime des ayatollahs. Des milliers de bombes larguées, une grande partie de la direction politique décapitée, la marine et l'armée de l'air effectivement anéanties. Les pertes de l'Iran ne font aucun doute. Et pour Téhéran, déjà étranglé par les sanctions, la reconstruction sera extraordinairement difficile. Les conséquences économiques de la guerre sont dévastatrices. Il est difficile de les exprimer avec des mots. Tous les secteurs ont été touchés. Poria Asteraki, un ingénieur basé à Téhéran, a déclaré au New York Times « 3 responsables iraniens, anonymes, estiment les dégâts à au moins 300 milliards de dollars. À cela, nous pouvons désormais ajouter le blocus naval américain de l'Iran, conçu pour aggraver encore davantage les problèmes économiques structurels de la République islamique. Les ayatollahs ont toujours désigné les États-Unis comme un ennemi existentiel, donc les intérêts américains sont directement favorisés par la faiblesse conventionnelle de l'Iran. Téhéran est également largement considéré comme la puissance dominante du Moyen-Orient, en particulier dans sa partie orientale, et ses voisins, dont beaucoup sont des alliés des Américains, craignent depuis longtemps son influence. Réduire systématiquement les capacités iraniennes est, sans aucun doute, un point positif dans le bilan. Venir en aide à son allié le plus important, Israël. Ce point va probablement susciter un débat, il vaut donc la peine de le séparer en 2 interprétations. Si l'on accepte qu'une alliance étroite avec l'État juif serve les intérêts stratégiques fondamentaux des États-Unis, alors soutenir Israël ici a presque certainement renforcé ce lien indéfectible. Tel Aviv sait que son grand frère de l'autre côté de l'océan répondra présent le moment venu. Mais l'autre question est de savoir si ce lien a conduit les États-Unis à une défaite stratégique. Parce que de l'autre côté du bilan, la liste est nettement plus longue. Les inconvénients. Renforcer les soupçons d'influence étrangère au cœur du pouvoir américain. C'est l'autre face de la même médaille. On peut raisonnablement se demander si l'entrée des États-Unis dans cette guerre était réellement justifiée. Compte tenu des coûts que nous allons examiner, cela est douteux. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est qui voulait une participation américaine. Israël. À ce stade, les alliés de Washington, en particulier au Moyen-Orient, où la plupart des coûts se font sentir, peuvent se poser 2 questions. Premièrement, si cette guerre semble aller à l'encontre des intérêts américains, cela signifie-t-il que la faction pro-Israël au sein de l'État profond américain est suffisamment puissante pour imposer des décisions d'une telle ampleur? Et si la réponse est oui, devons-nous vraiment fonder notre grande stratégie autour de Washington? Cette question se pose désormais à Riyad et à Abu Dhabi. Mais il existe aussi une autre explication. Le sentiment, chez les alliés, que la prise de décision stratégique est à la dérive. Israël a fait pression avec insistance pour que les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran, tout comme l'Ukraine a fait pression pour que les États-Unis entrent en guerre contre la Russie. Mais cela ne veut pas dire que la décision venait d'une manipulation étrangère. En appliquant le rasoir d'Occam, cela peut simplement refléter une mauvaise analyse stratégique. L'Iran se trouve à des milliers de kilomètres du sol américain et ne représente aucune menace existentielle pour les États-Unis. Après des frappes répétées contre le pays et l'axe de la résistance, Téhéran était déjà à son point le plus faible depuis des décennies. Washington remportait sans aucun doute la confrontation stratégique. Il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais lancer une guerre à grande échelle et acculer un adversaire dans un coin est un défi fondamentalement différent. Parce que toute personne acculée contre un mur se battra avec tout ce qu'elle a jusqu'au bout. Et c'est la recette d'une autre guerre sans fin. Comme nous l'avons déjà expliqué sur cette chaîne, l'Iran a encaissé des coups dévastateurs. La direction politique a été décimée. Mais le régime n'est pas tombé. Et pour l'instant, rien n'indique qu'il tombera. Ce qui nous amène à le prochain point au chapitre des pertes, sans doute la plus significative. Le fait de ne pas avoir atteint l'objectif principal de la guerre, tout en aggravant le problème sous-jacent. On pourrait se demander quel était réellement le but de cette guerre. La communication chaotique de Trump n'a pas permis d'y répondre facilement, mais une analyse plus approfondie suggère qu'aucun des objectifs plausibles n'a été atteint et que les problèmes pourraient même s'aggraver.
L'objectif principal semble avoir été l'élimination du programme nucléaire iranien. L'opération Midnight Hammer devait réaliser cela. Ce n'est pas le cas. Il n'existe aucune preuve crédible que le programme nucléaire iranien ait cessé de fonctionner. Pire encore, la nouvelle direction politique pourrait se montrer encore plus agressive dans la recherche d'armes de destruction massive. Pas moins. La guerre a démontré, de façon viscérale, qu'une dissuasion nucléaire est la seule garantie fiable contre l'agression, même de la part d'une puissance hégémonique. La Corée du Nord est un État bien plus vulnérable, pourtant personne, malgré la rhétorique, n'agit contre Kim Jong-un. Trump a également évoqué un changement de régime, mais le régime n'est pas tombé. Au lieu de cela, il s'est trouvé des martyrs, Khamenei et compagnie, et s'est encore plus enraciné dans le tissu de la République islamique. Les ayatollahs peinaient déjà à légitimer leur pouvoir face à une dysfonction économique croissante. L'attaque directe des Américains leur a servi de bouée de sauvetage. Et parmi les Iraniens ordinaires, le sentiment d'apathie risque maintenant de s'accentuer. Si une attaque américaine totale n'a pas pu renverser les ayatollahs, qu'est-ce qui le pourra ? Le régime, malgré ses pertes humaines, qui en termes idéologiques pourraient en fait le renforcer grâce à la logique du martyr, a peut-être aussi découvert quelque chose sur le poids réel de sa propre puissance. Le caractère ambitieux des revendications ultérieures de l'Iran suggère exactement cela. L'importance stratégique du détroit d'Ormuz a toujours été comprise en théorie. Ce que personne ne savait en pratique, c'était si l'Iran pouvait effectivement étouffer les exportations d'énergie du Golfe, ou comment Washington réagirait s'il essayait. La guerre a répondu aux deux questions. Ajoutez aussi les frappes sur les infrastructures régionales critiques. Pris ensemble, les ayatollahs ont peut-être compris que leur pouvoir de pression est plus grand qu'ils ne l'avaient jamais supposé. Parce qu'acculé, l'Iran a pu prendre l'économie mondiale en otage. L'impact sur l'économie mondiale est national. Le blocus du détroit d'Ormuz a déclenché la pire crise pétrolière depuis 50 ans, une crise qui se poursuit encore aujourd'hui sans qu'on voit de fin claire à l'horizon. Le prix du brut a dépassé les $100 le baril avec des pics atteignant 141. Des pénuries physiques apparaissent sur les marchés mondiaux, et cela avant même de prendre en compte les produits raffinés, le gaz naturel et les engrais. Malgré les discours véhiculés par l'administration actuelle, les États-Unis restent une économie profondément mondialisée. L'Amérique est le plus grand importateur du monde et ses exportations axées sur les services dépendent du pouvoir d'achat des pays du monde entier. S'attaquer au prix et à l'approvisionnement du principal carburant conventionnel mondial, puis s'empresser de contenir les répercussions, est une responsabilité qui incombe directement à la partie qui en est à l'origine. Ce qui nous amène à la conséquence suivante. L'instabilité croissante à travers le Moyen-Orient. C'est de l'algèbre géopolitique. L'Iran a mesuré son rapport de force et l'a trouvé plus favorable que prévu. Il a prouvé que même en position de faiblesse économique et militaire, il peut tenir le monde en otage. Le pouvoir est passé aux mains des durs qui croient que seule la force garantit la survie de l'Iran. Et point crucial, l'armée iranienne et le corps des gardiens de la révolution islamique, colonne vertébrale de la puissance militaire iranienne, restent en grande partie intacts. Compte tenu de tout cela, les perspectives de stabilité régionale sont sombres. Ajoutez à cela un Israël toujours combatif, déterminé à finir le travail, une Arabie saoudite et des Émirats arabes unis profondément déstabilisés par la guerre, et vous obtenez une poudrière qui pourrait exploser à tout moment. Imaginez si les Américains se retiraient discrètement, concluant, comme Donald Trump l'a suggéré, que la guerre ne vaut plus la peine. Chaque État du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, se retrouveraient entièrement exposés aux exigences de Téhéran. Et ces exigences, comme Washington est déjà en train de le découvrir, seront maximalistes. L'Iran, malgré ses pertes, pourrait rapidement retrouver sa position régionale, devenant la puissance qu'il faudrait consulter sur tout. Cela n'érode pas seulement l'influence américaine dans la région. Cela risque de bouleverser tout l'ordre régional, y compris la perspective d'une guerre plus vaste. C'est pourquoi, malgré les coûts croissants, Washington continue de chercher une issue. Mais il n'y a pas de sortie de cette position qui ne s'accompagne pas d'un prix à payer. Gaspiller des capacités à la veille d'une guerre autour de Taïwan.
Planant au-dessus de tout cela, il y a un conflit potentiel avec un adversaire d'une toute autre catégorie de poids, la Chine. Toute la logique derrière la coupure des livraisons d'armes à l'Ukraine, exprimée en partie par le sous-secrétaire Elbridge Colby, reposait sur un seul raisonnement: conserver les ressources pour le théâtre d'opération le plus critique, le Pacifique occidental. On pouvait être d'accord ou non, mais c'était cohérent. Les stocks de missiles et de munitions devaient être préservés et augmentés, prêts pour une éventuelle guerre autour de Taïwan. Au lieu de cela, des milliers de munitions américaines cruciales se sont abattues sur l'Iran. Les stocks, qui étaient déjà faibles, sont maintenant gravement épuisés. Les pénuries sont concentrées précisément là où elles comptent le plus. Des armes de précision comme le Tomahawk et le Jasmer, des systèmes essentiels pour neutraliser une flotte d'invasion chinoise. Les intercepteurs de défense aérienne, Patriot et FAD, ont été vidés de la même manière. Avec la production actuelle, le réapprovisionnement pourrait prendre des années. Oui, comme cela a été noté du côté positif, les Américains se sont offerts un test de tir réel rigoureux. Mais le prix à payer a été élevé, et pas seulement en dollars et en stock épuisé. Une bouée de sauvetage pour la Fédération de Russie. Un cynique pourrait dire: les Américains ont réussi à atteindre 3 cibles en une seule frappe, permettant au régime des ayatollahs de s'enraciner davantage et de renforcer sa propre position, offrant à l'armée populaire de libération un avantage à court terme dans tout conflit autour de Taïwan et accordant un répit crucial à une Russie qui s'enlise toujours en Ukraine. C'est tout un exploit. Il ne fait aucun doute que bloquer les exportations de pétrole russe sert les intérêts américains. Trump lui-même a renforcé cette politique. Mais le blocus d'Ormuz a effectivement permis au Kremlin de s'affranchir des sanctions, faisant grimper les recettes budgétaires hebdomadaires de la Russie à leur plus haut niveau depuis près de 4 ans. La campagne de frappe ukrainienne a tenté de compenser la hausse des prix du pétrole et l'allègement des sanctions. Mais même cela n'a pas pu empêcher Moscou de profiter de cette manne. Washington n'a pas seulement ouvert un nouveau théâtre sur l'échiquier mondial. Il a jeté de l'huile sur le plus grand incendie déjà en cours, un feu qui fait rage depuis plus de 4 ans. L'atteinte à la perception qu'ont les alliés de la puissance militaire américaine, l'accueil réservé à la campagne sur la scène mondiale a lui aussi un coût. Les Américains avaient peu à gagner ici et beaucoup à perdre. Ce calcul s'est avéré correct. L'Iran était censé tomber rapidement, dépassé militairement, technologiquement, sans aucun véritable atout. Au lieu de cela, les forces américaines et israéliennes opérant à distance, sans présence au sol, se sont révélées incapables de briser la capacité iranienne. Et les frappes de précision de l'Iran ont entamé l'image de suprématie militaire américaine aux yeux tant des alliés que des adversaires. Des F-15 abattus, un E-300 des ravitailleurs KC-135, un SC-130J. Aucune de ces pertes n'est une perte matérielle sérieuse pour la plus puissante force militaire mondiale, mais elle fissure le mythe de l'invulnérabilité américaine. Une fissure encore plus grande est l'échec de la marine américaine à rouvrir de force le détroit d'Ormuz. L'Iran a révélé les limites de la puissance américaine avec des armes bon marché. Et la dernière chose dont la superpuissance a besoin, c'est que ses adversaires connaissent ses limites, et encore moins qu'ils commencent à les tester. Cependant, nous devons éviter d'en rendre les généraux responsables. Sans invasion terrestre, il était probablement impossible de neutraliser le programme nucléaire ou de renverser le régime uniquement par des frappes aériennes. Donc l'échec n'est pas militaire, il est stratégique. Et cela signifie que la responsabilité incombe aux politiciens. Est-ce que c'est la fin du bilan ? Pas tout à fait, il reste encore 3 éléments. Le premier, l'épuisement du capital politique au sein de l'Alliance occidentale. Ce point concerne directement l'influence des alliés sur le jugement stratégique américain. Donald Trump était furieux lorsque les partenaires européens ont refusé de participer à l'opération Epic Fury. Des menaces de retrait de l'OTAN sont apparues dans les messages. Chaque alliance tient en quelque sorte un bilan. Les alliés ont des atouts à faire valoir, mais ils ne gaspillent pas imprudemment la bonne volonté des uns et des autres, car ce capital doit être préservé pour les moments qui comptent vraiment. Lorsque l'Europe regarde Epic Fury et voit une opération mal conçue,
sans issue claire et avec une posture fondamentalement offensive, rester à l'écart est la réponse rationnelle. D'autant plus que l'OTAN, par son nom et par traité, a un champ d'action géographique spécifique. Un champ que les Américains ont délibérément défini pour empêcher les puissances européennes postcoloniales d'entraîner Washington dans leurs problèmes ailleurs dans le monde. Ajoutez à cela la récente posture américaine concernant l'intégrité territoriale des membres de l'OTAN, le Canada et le Danemark, et les tensions internes de l'Alliance deviennent plus difficiles à dissimuler. Donald Trump aime présenter les choses comme si l'Amérique soutenait l'OTAN à elle seule. C'est une illusion. Oui, l'Amérique domine l'Alliance, mais l'Alliance a toujours soutenu les projets américains et reste un client essentiel pour l'industrie de défense américaine. Les Européens ont été déployés en Irak et en Afghanistan lors de campagnes coûteuses, offensives et avec le recul, insensées, qui ont coûté des milliards de dollars et des centaines de vies. Le reste de l'OTAN n'a jamais entraîné l'Amérique dans une situation comparable. Et l'Ukraine ? L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Le soutien à Kiev s'est fait en dehors du cadre du traité, même s'il était clairement dans l'intérêt des membres européens de l'OTAN. Mais soyons honnêtes, contenir l'agression russe est aussi dans l'intérêt impérial de l'Amérique. Si la situation était inversée, si Israël faisait face à une invasion terrestre et que l'Amérique demandait à l'Europe de se joindre à elle, ce serait une véritable analogie. Et la réponse de l'Europe serait très différente. Tout est dans la nuance. Passons à l'avant-dernier point. La déconnexion entre les documents stratégiques et la réalité. Le papier accepte tout. En décembre dernier, Washington a dévoilé une nouvelle stratégie de sécurité nationale. Très médiatisée, elle a été saluée comme le début d'une nouvelle ère dans la politique étrangère américaine. La NSS a exposé les priorités géographiques des États-Unis dans un ordre explicite. D'abord, l'hémisphère occidental et la domination américaine incontestée dans cette région. Deuxièmement, la Chine et la compétition stratégique. Troisièmement, le théâtre européen. Quatrièmement, et loin derrière, le Moyen-Orient. En dessous, seulement l'Afrique. Cela devient plus intéressant en lisant les petits caractères. La NSS reconnaît ouvertement que les variables qui faisaient autrefois du Moyen-Orient une priorité ne s'appliquent plus. Que la raison d'un engagement américain profond, là-bas, a fait son temps. Avec le recul, un passage prend une dimension particulièrement ironique. Citation. « Nous devrions encourager et applaudir la réforme lorsqu'elle émerge de manière organique sans essayer de l'imposer de l'extérieur. La clé pour entretenir des relations fructueuses avec le Moyen-Orient est d'accepter la région, ses dirigeants et ses nations tels qu'ils sont, tout en travaillant ensemble sur des domaines d'intérêt commun. » Eh bien, cela ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Et puis, il y a la logique d'ouverture de la NSS, je cite, « Une stratégie américaine doit évaluer, trier et hiérarchiser. Cependant, tous les pays, régions, enjeux ou causes, aussi dignes soient-ils, ne peuvent pas être au centre de la stratégie américaine. Le but de la politique étrangère est la protection des intérêts nationaux fondamentaux, ce qui est l'unique objectif de cette stratégie. » Fin de citation. La stratégie est partie d'un côté, la réalité de l'autre. Le dernier point l'illustre clairement. La prolifération mondiale des armes de destruction massive. Peut-être le plus grand paradoxe de tous, le programme nucléaire que l'Amérique voulait détruire pourrait finir par être plus répandu que jamais. L'effet Streisand géopolitique. Si le régime iranien survit à cette guerre, et les preuves suggèrent qu'il le fera, il redoublera presque certainement ses efforts pour obtenir une arme nucléaire, convaincu que c'est la seule garantie de survie. Pire encore, les dirigeants du monde entier tirent la leçon évidente à la fois de l'Iran et de l'Ukraine. Les armes nucléaires sont l'ultime moyen de dissuasion dont l'efficacité a été prouvée. La Corée du Nord l'a démontré de façon concluante. La course ne se limitera pas à l'Iran. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont les ressources nécessaires pour s'y lancer. La Turquie et l'Égypte font presque certainement déjà les calculs. Des conversations similaires sont actuellement en cours en Corée du Sud, au Japon, en Suède, en Pologne, en Allemagne et en Ukraine. Une stratégie imprudente produit des conséquences inattendues. Le cas exposé ci-dessus démontre que la guerre contre l'Iran, menée sous cette forme, non seulement ne sert pas les intérêts américains, mais agit activement contre eux sur le long terme. Malgré des gains tactiques,
comme l'affaiblissement militaire du régime des ayatollahs et la perturbation du programme nucléaire, la guerre ne résout aucun des problèmes systémiques. Pire encore, cela oriente la trajectoire à long terme dans une direction fondamentalement défavorable aux États-Unis. Sauf si Washington parvient à renverser ou contraindre le régime durant ce conflit. Pour l'instant, rien ne l'indique. Un blocus du détroit d'Ormuz par la marine américaine semble être le dernier instrument de coercition, hormis une invasion terrestre. Et bien que l'Iran dépende fortement de ses propres exportations d'hydrocarbures, nous revenons au même motif. Le combat jusqu'à la dernière goutte de sang que les ayatollahs estiment désormais être obligés de mener. Des épisodes récents, comme le bombardement et l'arraisonnement d'un pétrolier iranien par la marine américaine et le refus de Téhéran de participer au prochain cycle de négociations, indiquent que tout ce chaos est loin d'être terminé. Et bien sûr, les États-Unis sont suffisamment puissants pour que même les erreurs évoquées dans cet épisode ne constituent pas une menace existentielle. Mais l'accumulation d'échecs stratégiques, en Irak, en Afghanistan, en Iran, combinée au démantèlement de ses propres alliances, l'OTAN, à une posture conciliante envers les puissances révisionnistes, comme la Russie, et à l'antagonisme délibéré envers l'Union européenne, principal marché d'exportation des géants technologiques américains, constitue un schéma inexplicable d'automutilation. D'une manière ou d'une autre, l'Amérique et donc le peuple américain en paiera le prix.